Eh bien yo tout le monde, c'est Matt, nouvelle interview en compagnie de Moa, donc une artiste sur Instagram notamment. Voilà, une première pour elle, comment tu vas? Ça va, un peu stressée. Oui, bah c'est une première interview. Du coup la première question, mais qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Donc, je m'appelle Marjorie, mon pseudo donc c'est moi. J'ai 37 ans. Tout ça. Tu les fais pas du Non tout. bah c'est tant mieux. Tant mieux. Je dois donner à peu près la trentaine, tu vois. Oui bah c'est bien. Tant que ça reste comme ça, c'est bien. Quel est ton parcours Pokémon? Parce que ça fait très longtemps que je te suis sur les réseaux. On avait échangé vraiment il y a peut-être... Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Ouais, il y a très longtemps. C'était sur Facebook, sur les groupes Facebook. Et du coup, vous l'avez pas vu en off, mais je pensais que tu étais vraiment qu'une artiste et que tu collectionnais pas vraiment. Et en fait, si. Du coup, quel est un peu ton parcours Pokémon? Alors, je collectionne depuis longtemps, depuis le tout début. Ok. Sauf qu'au début, comme beaucoup d'enfants, j'avais essentiellement les cartes que j'ai changées à la récré. Donc on jouait à la récré avec des cailloux pour essayer de les retourner. Et donc, je vois ce jeu, j'ai jamais joué à ce jeu. Ou alors on les lançait contre les murs. Il fallait se rapprocher du mur et pas toucher le mur et on gagnait les cartes. Mais je crois que le pire c'était le lancer de cailloux sur les cartes pour qu'elles se retournent. C'est un peu comme l'époque, c'est ça? Comme l'époque, mais avec les cartes et des cailloux. Ok. Voilà. Donc la majorité de mes cartes viennent de cette époque. Après j'ai continué d'acheter des boosters de temps en temps quand j'avais de l'argent de poche, mais pas beaucoup. S'il y a même une période où je me suis dit que j'allais arrêter parce qu'en fait j'arrivais pas à suivre et que je voyais que mes parents ils étaient pas du tout intéressés par les cartes. Et c'est quand j'ai commencé de travailler qu'on a commencé de se dire en fait on a l'argent pour reprendre la collection, d'acheter des displays, que je me suis vraiment remise dedans à essayer de boucher les trous de toutes ces séries que j'avais commencées. Et c'était à quelle période ça à peu près pour nous situer? Quand j'ai commencé de travailler, 2005 5, ouais. 6. C'était en période du Bloc-X, en plein dans le Bloc-X. Ah ouais, en plein dans le Bloc-X. Vous avez acheté des displays, pardon, des boosters. Des boosters, ouais. Quand est-ce que j'ai commencé de travailler? Je sais plus. Mais j'ai commencé de racheter des boosters sur diamant et perle platine. Ok. Et les displays vraiment sur platine. Ok. Mais le Bloc-X, j'avais beaucoup avancé avec des échanges. Pokécardex, Pokéchange. Ça existait déjà? Ah oui, oui. Ah ouais, j'ai fait énormément d'échanges sur Pokécardex, sur les forums. C'est ce qui m'a permis d'avancer une grande majorité de ma collection à... Je vais pas dire à bas prix, mais en tout cas de manière accessible. Parce que à l'époque, maintenant, oui, c'était bas prix. oui. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de compléter. On est d'accord. Je suis moi en plein dedans avec les Rivers. Et quand j'ai vu déjà les prix qui étaient à l'époque 2 € la carte, on parle de ça, c'était avant Covid. Aujourd'hui, on est pratiquement à 20 € la Rivers. Ah, ça pique un peu quoi. Ouais, ça dépend des cartes. Mais c'est vrai que moi, je dis toujours aux gens comme ça qui me posent la question, je me dis, mais en fait... j'ai la sensation d'avoir à une époque dépensé beaucoup d'argent pour compléter mon Bloc-X, toujours de manière raisonnable mais quand même de l'argent, et je regrette pas du tout parce qu'en fait si j'avais pas fait ça il y a quelques années, je le ferais pas maintenant, c'est beaucoup trop cher maintenant. Oui, on va dire que tu as été visionnaire. On peut dire ça. Et du coup, qu'est-ce que tu collectionnes réellement? Parce que du coup, en off, on a un peu, tu m'as un peu montré des choses incroyables déjà. Du coup, qu'est-ce que tu collectionnes aujourd'hui? Les cartes, c'est bien. Ouais, uniquement des cartes, pas de scellés? J'en ai un petit peu, ouais. Je pourrais t'envoyer une photo si tu veux montrer. Mais vraiment, on a gardé du scellé plutôt sur le récent, pour faire des échanges ou rouvrir à un moment. J'ai quelques objets scellés, mais par exemple, j'ai gardé des boosters VS. Ça, c'est une série qui m'avait énormément plu. J'ai eu la chance d'ouvrir 3 boosters à l'époque où on faisait des vidéos sur YouTube. Et j'avais de nouveau 3 boosters. Un jour, je m'étais dit, je vais les rouvrir pour le plaisir. Et quand j'ai vu le prix que coûtaient les boosters, je me suis dit, je ne vais pas les ouvrir. Regardez. Voilà, et peut-être la pièce la plus rare qu'on ait en scellé, c'est un display Arceus. Ok, platine. Platine. Arceus. Ouais. Okay. Donc, c'est joli, parce que c'est pas non plus une série qu'on voit partout. Non, on l'a eu quand on était aux États-Unis, on a pu la voir pas très cher. Ouais. Et pareil, un jour je me suis dit, je vais me faire un plaisir, je vais l'ouvrir, et en fait j'ai pu compléter la série en achetant toutes les cartes à l'unité. Et je me suis dit, mais ça sert à rien d'ouvrir le display parce que. Et puis maintenant, le display a pris pareil de la valeur, donc je me dis, bon, je vais le garder. C'est vrai que ces séries un peu US comme ça, je me suis pas trop intéressé. Mais, pourtant, il y a des belles cartes, mais il y a de très belles cartes. Ouais. Ça fait partie des séries un peu comme Legendary Treasure, où arrivé en fin de bloc, ou Skyrush, ils ont pas eu le temps de les sortir. Et c'est pas sorti chez nous, c'est dommage. On l'a pas connu, ouais. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu collectionnes d'autre aussi en cartes? Tout. Quand tu dis tout, c'est Wizard jusqu'à EV?
Ouais, voilà. J'ai fait de Wizard jusqu'à... Écarlate et Violette. Écarlate et Violet. Sachant que là, je vais mettre un gros frein sur... parce que je fais tout en normal et reverse. Ah oui, les Master 7, c'est... Donc ça prend énormément de place, énormément de temps, énormément d'argent. Écarlate et Violet, en plus, j'étais moins emballée par les designs, j'ai pas fait le jeu. Moi non plus, ça prend en commun parce que j'ai pas du tout accroché cette génération. Déjà Soleil et Lune, j'avais pas fini parce que j'avais moins accroché. Épée Bouclier, j'ai pas fait. Et là, la dernière, j'ai pas fait non plus. Autant je trouve les alternatives super belles, autant il y a tellement de cartes tout le temps. Et puis les sets entrecoupés d'autres sets, en fait, on est noyé. Je trouve qu'avant, c'était... je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'avant, il y avait vraiment des séries qui sortaient avec un système moins lucratif. Maintenant, on a l'impression qu'on noie les collectionneurs pour vraiment leur soutirer un peu comme des vaches à lait, un maximum d'argent. Pokébox, TB, puis les séries sont trop grosses, et les séries sont entrecoupées d'autres séries. Donc j'ai un peu de mal à suivre. Et puis même au niveau de la place, on se rend compte que ça prend trop de place. Et puis on est noyé sur les communes de tout ce qu'il faut ouvrir pour essayer de piocher une belle carte. Donc j'essaye d'aller sur les Master Sets que j'ai commencé au moins jusqu'à Soleil et Lune. Et puis Bouclier, ça va être ultra dur avec Évolution Céleste, pour pas te citer la série. Donc je pense que Épée au Bouclier, je sais pas si j'irai au bout. Mais là sur Écarlate et Violet, c'est vrai que je vais faire ce qui m'intéresse et essayer de me concentrer sur ce que je trouve plus joli, c'est les blocs plus anciens. Ça marche. Et du coup, tu collectionnes aussi un peu tout ce qui est promo. Tu m'as montré un peu un classeur tout à l'heure en off de toutes les promos, donc de Wizard tu m'avais montré jusqu'à AGSS dans ton classeur. Tu fais aussi les autres séries ou pas? Les autres promos, J'ai un autre classeur avec X et Y, les promos Soleil et Lune, et j'ai commencé pareil les promos Écarlate Violet qui m'emballent, que je fais, mais vraiment qui m'emballent moins parce que pareil, pour les mêmes raisons, je trouve que les cartes sont moins jolies, il y a moins d'histoire autour. Il y a trop de choses, Il y a trop de choses, donc j'ai moins cette envie d'aller chercher une carte que j'ai pas pour boucher les trous. J'ai l'impression d'en venir maintenant à le faire par obligation. Il y a un trou, il faut que je le bouche. Alors qu'avant, c'est comme un album Panini où on voulait vraiment tu voulais avoir tout complété, Donc jusqu'à XY, j'ai fini. Enfin, à peu près, t'as vu, il en manque 3 en 3. Mais sur les plus récentes, c'est vrai que je le fais, mais c'est moins... Il y a moins la flamme qu'avant, quoi. Ouais, je comprends totalement. Et du coup, la question que beaucoup vont se poser, est-ce que tu as le Psycho Quack promo 20 Pourquoi celle-là? Surtout que j'en ai d'autres, non, je l'ai pas en français. D'accord. Et tu me disais un peu en off que tu participais aussi à des tournois plus jeunes. Comment ça se passait un peu? Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que c'est vrai que c'est une période un peu floue pour beaucoup de monde, et moi compris. Moi qui est très fan de la période Poké Wizard, des tournois et tout, parce que je l'ai pas vécu. Comment ça se passait un peu ce genre de choses? Parce que c'est complètement différent d'aujourd'hui. Ouais, ça a beaucoup changé. J'ai commencé de jouer au tout début, parce que mon père, je me souviens, il m'a amené à la ligue pour jouer, donc c'était à la grande récré. Donc il me déposait à la grande récré, puis lui il allait à Virgin écouter de la musique pendant que je jouais à la grande récré. Chacun sa passion. Et donc après c'était une table qui était installée au milieu du magasin, et on venait avec son deck, on jouait contre les autres, c'était essentiellement des enfants, il n'y avait pas tellement d'adultes. Et il y avait un vendeur qui était là à la table et qui surveillait, on jouait contre les autres enfants, on tamponnait un carnet, puis arrivait un certain nombre de points dans notre carnet, on gagnait une carte, un badge. Et toi tu as toujours ce carnet? Ouais. Je l'ai pas amené, mais pareil, je pourrais t'en faire... Je vais le retrouver, je vais t'en faire des photos. Et je sais que ce carnet, je l'ai, j'avais encore des badges aussi qu'on gagnait. Incroyable. Comme quand tu faisais la ligue, tu gagnais le badge. C'était le but, de toute façon, de ce que tu pouvais remporter à l'époque, si je dis pas de bêtises, si je me souviens de la vidéo sur Psycho Quack. Je crois au bout du 8 badges, tu pouvais te qualifier sur la route victoire de la ligue, je sais plus combien. Et tu pouvais avoir cette carte en récompense. C'est possible, ça remonte. Oui, ça. Ça remonte. Mais c'est vrai que moi j'ai fait ça et j'ai fait le premier championnat de France. Mon père m'avait emmené et à l'époque ça s'était passé dans une salle qui était à Bercy. Je me souviens. C'était, tu sais, il y a la cour Saint-Émilion là où il y a le grand UGC. Ouais, je suis pas beaucoup allé sur Paris. Voilà, et de ce coin-là il y a une salle. Ça s'était passé là, c'était organisé par Wizard à l'époque. Et ils nous avaient tous donné des grands t-shirts jaunes. Je sais pas si t'as déjà vu passer ces t-shirts, c'est jaune fluo, avec une énorme Pokéball dans le dos. Et tous les participants avaient ces t-shirts jaunes. Et donc dans la salle, c'était que des gamins,
tous habillés en jaune parce qu'ils avaient tous le t-shirt jaune pour reconnaître les gens qui jouaient. Et tu l'as encore toi ce t-shirt ? C'est un pyjama maintenant. Parce que, en fait c'était des tailles uniques. Ouais. Et donc moi à l'époque il est trop grand encore maintenant. Donc à l'époque les manches elles arrivaient là, c'était une jupe parce que c'était des tailles... Et donc unique. Tous les enfants avaient leur t-shirt de jaune et c'était à l'époque pour la sortie de Neo Genesis. Ok, donc c'est avec la Maril. Promo Maril. Je sais pas si c'est la promo Maril, en tout cas je me souviens qu'il y avait un comptoir où ils vendaient donc les boosters et les displays de Neo Genesis et que mon père m'avait acheté une boîte, comme tu m'as montré, la boîte de deck Rocket là, avec les sleeves, mon père m'avait acheté ça pour mettre mon deck. J'avais un deck tout pourri en plus, enfin vraiment... Celui-ci. Je crois que c'était ça, ouais. Incroyable. Deckbox. Voilà. Et on avait à l'époque, je crois que t'en avais sur Rocket et t'en avais sur le set de base, donc moi j'ai le Dracofeu, t'as le Tortank et le Florizard aussi. Moi j'avais un Mewtwo Pikachu. Ah oui putain, il y en avait 5 alors. J'avais ça, j'avais celle-là et mon père m'avait acheté cette boîte pendant ce tournoi et c'était... ça avait rien à voir avec les tournois maintenant, c'était très... beaucoup plus d'enfants, enfin moi dans mon souvenir plus d'enfants que d'adultes, maintenant j'ai l'impression que c'est un peu plus le contraire, plus d'adultes que d'enfants. Comme on discutait en off, ça c'est beaucoup, il y a du business derrière, professionnalisé et puis forcément l'argent attire les gens, puis les récompenses aussi. Mais c'est incroyable, moi je suis ultra fan de ce genre d'anecdotes sur cette époque que j'ai pas connu du coup, et parce que j'étais tout petit. Mais je trouve ça incroyable d'avoir des anecdotes comme ça. Et du coup, quelle carte toi t'as gagné en promo ? Alors là... T'as pas idée ? Enfin t'as plus de souvenirs ? Je me souviens que le Mew, un des Mew promo Wizard, ça je me souviens je l'avais gagné. Celle qui était en holo, il y a une 8 et la 9, celle-là je crois que je l'avais gagné. Et je me souviens aussi... faut pas taper, hein. Mais il y avait le Entei qui était à gagner et je l'avais pas gagné, je sais plus pourquoi. Est-ce que j'étais pas là, est-ce que j'avais pas assez de points ? Et j'étais tellement dégoûtée que je l'avais échangé à quelqu'un contre un Lugia Neo Genesis que j'avais pioché en double. Ça va, si tu avais en double. Non mais, je l'avais... Parce que mon père, quand j'ai eu mon brevet, il m'avait acheté 4 boosters Neo Genesis et j'avais pioché ce Lugia, que j'avais déjà, et je l'ai échangé contre le Entei promo, donc... à l'époque, c'était une holo contre la première reverse, d'ailleurs, c'est la première reverse occidentale. J'ai un peu les boules maintenant quand même. Oui, ce Entei, tu l'as toujours du coup. Je pense que c'est celui que je dois avoir parce que... Ça, t'étais très conservatrice de tes cartes. Ah oui, alors par contre, celles que j'ai gardées de cette époque, qui n'étaient pas forcément sous sleeve au début, elles sont pas toutes neuves, parce que j'ai commencé de mettre des sleeves beaucoup plus tard. Elles étaient toutes en classeur. Mais le fait de ne pas avoir de sleeve, forcément, au bout d'un moment, ça c'est un peu... Et tu t'avais déjà, à cette période, une idée comme quoi c'est des choses que tu devais garder à peu près propres ? Ou non du tout, t'as fait ça machinalement en mettant dans le classeur ? Moi j'avais mes cartes, je les mettais dans le classeur. Quand je rangeais mes classeurs, je sais pas si je dois le dire, quand je rangeais mes classeurs par Pokémon au début. Ok, ouais. Donc je mettais tous les Pikachu, tous les Dracofeu, machin. Et quand j'avais une nouvelle carte, je mettais dans des boîtes. Et quand au bout d'un moment les boîtes étaient trop grosses, je sortais toutes mes cartes des classeurs pour ranger. On l'a tous fait, je te rassure. Sauf que mes classeurs, moi je les retournais et je les secouais comme ça. On l'a fait aussi. Pour sortir mes cartes, voilà. Ça va. Tu n'es pas toute seule. Voilà. Je ne fais plus ça. Non, moi non plus. Vu les cartes maintenant qu'on a, on évite. Mais maintenant elles sont toutes sous sleeve, tout va bien. Je ne les mettrai plus. Bon parfait. Est-ce que tu as des petites anecdotes sur certaines cartes que tu as un peu obtenues à l'époque, quand pareil, on discutait en off, par exemple le trio d'évolution en star à 50 centimes dans un cash. Oui, dans un magasin, quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait un magasin, une personne qui tenait un magasin de vieux jouets. Il faisait de l'achat-revente, donc il y avait des vieux jouets, il y avait des BD, et il avait des cartes, mais de tout, du Yu-Gi-Oh!, du Pokémon, et moi je venais toujours avec mes boîtes, en lui disant je vous revends tout ça, qu'est-ce que je peux prendre en échange, et donc lui il rangeait ses classeurs par cartes en fonction des PV. Ok, comme à l'époque. Voilà, et donc dans les classeurs avec les petits PV, des fois il y avait des stars. Pas forcément en bon état, mais des fois pour 1 euro ou 2, il y avait des stars, bon, moi j'ai pris. Je pense que tout le monde l'aurait fait, enfin peut-être pas tout le monde, parce qu'à l'époque c'était moins demandé, il y avait beaucoup moins de demandes, puis moi, très honnête, pour moi une star, c'était une holographique à l'époque, et comme tu dis, les PV, si ça n'avait pas des gros PV, ciao quoi. Donc je comprends totalement qu'à l'époque, il y a les gens qui vendaient en fonction des PV, et ça se voit encore aussi en brocante. Genre il y a Azoromat Pokéwatt qui nous avait balancé une anecdote en brocante, un Rayquaza Star, 10 centimes, parce que c'était moins de 100 PV. J'ai trouvé des stars comme ça en brocante, des tas.
C'était quand on était tous les deux, je me souviens. Il y avait une personne qui avait plein de tas de cartes, elle avait fait des tas avec des élastiques, et elle avait fait des tas par couleur. Et donc je prends le tas ténèbres, j'enlève l'élastique, je regarde, donc il y avait le tyrannosif brillant, c'était dedans. Et je lui dis, vendez combien la carte? Ah non, mais le tas, je sais plus combien nous avait dit, 1 euro ou 2. Je lui dis, je prends. Je prends. Maintenant, trouver des stars en brocante ou des variantes. Ça m'est arrivé qu'une fois, du coup, avec un Régistyle Star. À 10 euros, et encore à l'époque 10 euros, on était avant la hype, etc. Ouais, c'était un certain 10 budget. euros, j'étais là, putain, il se fait pas chier, 10 euros la carte, quoi. Putain. Alors qu'à l'époque, on était sur la carte la plus chère, c'était le Dracofeu du set de base à 30, 35, 40 euros. Et encore, c'était super cher. 10 euros en brocante, ouais. À 10 euros, j'étais là, putain, waouh. Bah, est-ce que t'as d'autres petites anecdotes comme ça Mon Dracofeu brillant, c'est. Je pense que c'est celle qui va me marquer le plus parce que, comme je disais, c'est une carte. Un jour où j'allais à Virgin encore, quand ça existait encore, acheter je sais plus quoi, quelque chose qui avait rien à voir, et à la caisse, devant la caisse, il y avait donc les displays qui étaient ouverts avec les boosters. Et dans ma tête, je me suis dit, j'en prends un, si je pioche quelque chose, je continue de collectionner les cartes. Si je pioche rien, j'arrête. Je pense que j'étais dans une période. La collection carrément. Ouais. Je pense que c'était le booster le booster d'une vie, quoi. Mais non, mais je pense que j'étais dans une période, tu sais. Bah, je me rendais compte qu'il y avait plein de cartes, j'avais envie, mais en même temps pas forcément les moyens. Et puis, on n'avait jamais été très chanceux à la pioche aussi. Donc, tu sais, quand tu dépenses des sous, tu pioches rien. Au bout d'un moment, tu te dis. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ouvrir. Je collectionne juste. Ou des fois, t'achètes juste la carte qu'il te faut. Oui, voilà, c'est plus simple. Ça t'évite de dépenser des milliers. Ouais. Mais bon, voilà, j'avais ouvert ce booster et j'avais pioché mon Dracofeu brillant. Je te jure, hein, c'est vrai. Hein, c'est... Ah non, mais je te crois totalement, t'inquiète pas. Ça a été très très rare parce que c'est vrai que généralement, majoritairement, dans nos pioches. T'as jamais été très chanceuse. T'as beaucoup ouvert? Oui, on a beaucoup ouvert. Ouais. Moi, pour notre niveau, je trouve qu'on a beaucoup ouvert. Depuis Platine. Platine. Alors à GSS, je me souviens plus très bien, mais Platine, fin Platine, Appel des légendes, et puis après Noir et Blanc, sur chaque série, on ouvrait minimum de displays. Ok, ouais. Et après, on est monté sur des casebox sur certaines séries, on se faisait notre casebox tous les deux. Donc moi, je pars du principe que quand t'as des moyens normaux, enfin, ça fait un budget... Parce qu'à l'époque, c'était quoi? C'était entre 130 et 150 la display? Non, sur Platine, 90 € le display sur Platine. Ouais, ok. Ouais, bah tu m'étonnes. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 170. Même sur Noir et Blanc, je sais plus combien c'était sur Noir et Blanc, mais ça devait être autour des 100, 110. Mais bon, c'est une époque où moi je commençais de travailler, vont commencer de travailler tous les deux. Quand tu dis on, c'est qui exactement? C'est mon mari, qui est derrière la caméra. Okay. Parce que pour vous voyez pas, c'est pour ça. Voilà, qui est derrière la caméra et avec qui on a toujours acheté des cartes, soit il achetait les displays, soit je les achetais, soit on partageait. Parce que vous êtes collectionneurs tous les deux, du coup, c'est ça? Bah, c'est surtout moi qui collectionne. Après, on partage cette passion tous les deux. On fait, plus récemment, on a fait des tournois tous les deux, on fait les pré-releases tous les deux. Mais c'est vrai que c'est moi qui ai réussi à amener ma collection la plus loin. Lui, il s'était fait confisquer ses cartes par sa mère. Voilà. Mais moi, j'estime qu'on ouvre peut-être moins que certains, mais pas mal quand même. Ouais, on a pioché des choses. Oui. Mais par rapport à tout ce qu'on ouvre, des fois, on est un peu déçus. D'accord, ok. Bon, bah c'est cool. Pour le coup, c'est vrai que j'avais pas mis beaucoup de questions sur la partie collection. Parce que je ne savais pas si tu collectionnais, parce que c'est vrai que sur tes réseaux, on ne voit absolument rien de tout ça. Et donc, merci pour toutes ces précisions. Du coup, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Aujourd'hui, si tu es plutôt reconnu, c'est en tant qu'artiste. Reconnu, c'est un grand mot, mais... pour le coup, non, ça va. Je pense que tu es reconnu, même au-delà de la France, on en reviendra un petit peu. Mais voilà. Comment t'es venue cette passion? Si c'est une passion aujourd'hui, c'est une passion, j'imagine. Oui, oui. Encore je ne connaissais pas du tout la pratique de l'altération. Quand je travaillais dans ma deuxième boîte, il y a un collègue qui joue à Magic. Qui un jour m'a dit t'as vu sur Magic, il y a des gens qui peignent sur les cartes et tout, tu devrais essayer. Tu dessinais un petit peu déjà avant, toi? Alors, moi, j'ai fait une formation art graphique pour travailler dans les jeux vidéo. Donc, j'ai travaillé dans les jeux vidéo 8 ans. Donc, j'ai fait 2 boîtes dans ces 8 ans. Et donc, c'est un collègue à un moment qui travaillait dans les jeux vidéo. Lui, il était développeur, donc il jouait à Magic et il m'a dit t'as vu sur Magic, il y a des gens qui peignent sur les cartes. Moi, comme j'étais graphiste,
Et je connaissais pas du tout, mais moi j'y connaissais rien, et comme j'avais des cartes Pokémon et beaucoup de cartes, je me suis dit, bah, je vais essayer sur les cartes Pokémon. C'est de ça que c'est venu, mais s'il m'en avait pas parlé, je connaissais pas du tout cette pratique. Ok, et du coup, tu fais pas que du Pokémon, tu fais aussi d'autres choses? Sans rentrer vraiment dans le détail, parce que du coup, la partie 2 sera vraiment centrée sur ça. Qu'est-ce que tu fais également comme autre chose? Maintenant, je fais d'autres choses. Déjà, j'aime beaucoup de choses et je me lasse très vite. Donc, il faut, pour moi, que je tourne. Je peux pas toujours faire des peintures sur carte parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas envie de m'en dégoûter parce que c'est quelque chose que j'aime. Ouais. Et si je fais ça tout le temps, au bout d'un moment, ça va plus me plaire. Oui, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et là, les cartes, c'est tellement petit que ça demande une attention particulière. Du coup, quand je peux faire des choses plus personnelles, je suis allée vers l'opposé, le noir et blanc et les grands formats. Pour vraiment trancher entre les petits formats à la peinture et en couleur et les grands formats en noir et blanc, et pour vraiment, te diversifier. Et ne pas avoir l'impression de faire toujours les mêmes choses. Je comprends totalement. Donc du coup, tu as répondu à ma question, est-ce que tu as fait une formation en art appliqué ou peinture? Est-ce qu'aujourd'hui tu vis de ta passion? Je génère des revenus grâce à ma passion. Maintenant, vivre, je pourrais pas payer toute seule les obligations qu'on a. Le prêt de notre appartement, les impôts, la nourriture, tout ça. La vie en général. Voilà, toute seule, je pense que je pourrais pas faire. Mais j'arrive quand même à me dégager de l'argent tous les mois avec ce que je fais. Par contre, c'est vrai que c'est quand même assez précaire parce qu'il faut être tout le temps actif. T'es un auto-entrepreneur, c'est ça? Tu dépends aussi de l'intérêt des gens pour ce que tu fais. Il faut gérer plusieurs casquettes. C'est pas parce que t'es artiste que tu fais que du travail artistique, t'as tout ce qui va avec, tu vois, gérer ton stock, faire ta comptabilité, les salons, répondre aux gens quand tu prends des commandes. Il y a énormément de choses à faire. Et finalement, le travail de création sur ton temps de travail, il est minime en fait. Il représente pas beaucoup, moi je trouve. Mais aujourd'hui, tu t'épanouis quand même dans ce métier-là? Oui. Ouais. Mais c'est beaucoup de stress et beaucoup de remise en question, malgré tout. Comment ça? C'est pas indiscret, évidemment. Bah parce que, comme je te disais, même si tu fais ce que tu aimes, t'as toujours cette peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Cette peur que ça s'arrête parce que à un moment, les gens vont peut-être se désintéresser, parce que tu vas peut-être moins plaire, parce que t'as la liberté de faire ce que tu fais, mais t'as moins de sécurité par rapport à l'emploi que quelqu'un qui aurait un CDI, tu vois. Et moi, on m'avait toujours dit quand j'ai commencé, et d'autres artistes m'avaient dit, il faut vraiment que ça tienne 3-4 ans. Il faut le temps que tu te mettes en place, ça prend 3-4 ans. Que tu te fasses une vraie image sur les réseaux, notamment, parce qu'aujourd'hui, on est surtout dans l'ère du numérique. Et aujourd'hui, ça fait du coup combien de temps? Bah moi, j'ai commencé vraiment faire ça professionnellement en 2018. Ok, t'es installé maintenant alors. Après 2018, je sais pas si je compte, parce que c'est vrai qu'en 2018, comme je l'expliquerai dans le livre tout à l'heure, mais c'est la période où je me suis dit justement pourquoi ne pas faire ça à plein temps. Et donc il y a eu la période de test. J'ai officiellement ouvert ma micro-entreprise en 2018, mais on va dire j'ai commencé cette activité à plein temps vraiment en 2019, à partir de 2019. Et après il y a eu le Covid. Génial. Voilà. Ça, on y a tous eu le droit. Du coup, tu faisais en même temps ton travail dans cette boîte en même temps? Non, du tout. Non. J'ai travaillé dans les jeux vidéo. Ensuite, j'ai arrêté ça pour suivre mon mari qui est parti aux États-Unis. Donc, on a eu une période aux États-Unis. Et c'est en revenant en France que j'ai pas du tout eu envie de reprendre le travail dans les jeux vidéo, que j'aimais, mais j'avais la sensation d'être dépassée par l'outil numérique. Tu sais, il faut toujours être au courant de toutes les nouveautés, de tout ce qui sort. Et ça m'a saoulée. Et puis, je dessinais beaucoup à la tablette. Et j'avais la sensation d'être nulle, vraiment, et c'est hyper frustrant. Tu sais, et aujourd'hui, tu as fait des formations où tu t'as appris des choses sur la tablette ou Non, je fais plus rien à la tablette. Je fais rien à la tablette. Tu à la main, ouais. Je fais tout à la main, même les personnages que je fais pour moi, j'ai 2 petites mascottes, j'ai un pigeon et un dinosaure. J'ai vu, ouais. Voilà, je fais à la souris. Ok. Je fais tout à la souris, je fais rien à la tablette, ça m'a tellement frustrée. Pour le moment, je suis pas réconciliée avec la tablette. D'accord, peut-être un jour, on sait pas. Et du coup, pourquoi ce pseudo? Moi. Ce pseudo. Alors, donc, dans la première boîte dans laquelle j'ai travaillé, le midi, on faisait du réseau, on jouait en réseau. Donc, essentiellement à Left 4 Dead ou
Call of Duty. Ok. Mais j'aime bien Call of Duty. Je suis très fan de Call of Duty aussi. Moi, j'ai aimé Call of Duty. Et j'aime bien Call of Duty. Et donc on jouait le midi, on faisait 2 équipes. Et donc quand j'ai commencé de jouer à ça, moi c'était découverte pour moi les FPS. Quand on a commencé de jouer à ça, il a fallu que je me crée un pseudo. Et comme je savais pas quoi mettre, je me suis dit, je vais mettre moi parce que c'est moi. Et plutôt que de l'écrire tout simplement MOI, j'ai mis des lettres pour que ça fasse moi, mais... C'est original. Voilà. Ouais. Et c'est resté, après je l'ai utilisé partout, quand je me suis inscrite sur Pokécardex. Je trouve ça fou, moi, comme anecdote, je trouve ça rigolo. C'est mon pseudo dans tous les jeux, même quand j'ai continué de jouer, moi, derrière aussi, Call of Duty. Après, il y a une histoire, en fait, derrière. Du moment qu'il y a un pseudo, pour moi, une histoire, je trouve que c'est fou. Tu vois, Pokémon, il n'y a pas d'histoire. J'ai mangé Pokémon, Mathieu, bam. Rien, c'est nul. Si on faisait Pokémarjorie, c'est nul. Le Pokémon, c'est mieux, à la limite. Ça passe au niveau du son, ça passe un peu mieux. Ou alors Pokémarjo, tu vois. Ouais, mais... Pokémon. Ouais, mais non. Non, c'est pas pour moi. Ça marche, merci beaucoup. Pour tous nos artistes qui nous regardent et qui hésitent à se lancer, comment ça se passe pour devenir professionnel? Est-ce que tu as des conseils à donner? Bon courage. Bon courage. C'est si dur que ça de devenir artiste? Non, c'est pas dur. Si on a une aide à côté ou qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il faut quand même assurer, comme je te disais tout à l'heure, financièrement, il y a des choses, il y a des obligations en fait. Et quand tu commences en artiste, à moins d'être tout de suite connu ou de faire le buzz ou d'avoir un énorme coup de peau, un alignement des planètes, je sais pas, t'es obligé à un moment de pouvoir en vivre. Je pense qu'au début, tout seul, c'est pas facile. Okay, donc pour toi, il vaut mieux être accompagné ou peut-être avoir peut-être un job de secours. Ouais. Peut-être un travail à côté. Des fois c'est la question que je me pose aussi, moi, pour avoir une sécurité, parce que c'est très... tu te poses des questions tous les jours. Moi qui suis une nature anxieuse en plus, tu te poses des questions tous les jours, tu vois, tu te dis, mais si jamais ça marche plus, c'est très très... T'as beau faire ce que t'aimes, t'es obligé de te poser certaines questions quand même, tu vois. Après, les gens qui ont envie de faire ça, faut pas qu'ils soient découragés en se disant non, ça va être dur et tout. Non, moi je trouve ça plus gratifiant de travailler en faisant quelque chose que t'aimes que de te forcer à travailler pour faire quelque chose parce que tu dois travailler. Mais c'est vrai que faire que ça à plein temps sans avoir d'aide à côté, je pense que c'est difficile. Je pense que c'est pas facile. Ouais. D'accord, ok. Si y en a qui sont dans ce cas-là, n'hésitez pas. Et est-ce qu'on, par exemple, on peut te contacter pour avoir des contacts, des conseils, sur Instagram? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai jamais refusé de donner des conseils. Je suis pas forcément la mieux placée parce que même moi, encore, des fois, je me pose des questions. J'aimerais bien qu'on m'aide, mais on a l'impression que tout n'est pas forcément facilement accessible. Toutes les informations que tu cherches, que ce soit sur les statuts, les droits, les obligations, je trouve que c'est... Il y a des informations qui sont pas forcément faciles à trouver. Mais moi, j'ai jamais refusé, je pense, de l'aide si je pouvais en donner. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Dans le respect, évidemment, avec la politesse qui va avec. Petite question aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine? Je parle surtout dans la peinture de cartes, notamment, parce que c'est surtout ça que tu présentes et que beaucoup de monde t'associe à ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence et qu'est-ce que tu en penses toi de ton côté? Il y a beaucoup de... Je sais pas si c'est de la concurrence parce que chaque artiste a son style et sa manière de faire, mais il y a énormément de gens qui font ça parce que c'est accessible à tous finalement. T'as une carte, t'as de la peinture, tu peux faire de la peinture sur carte. Après il faut avoir le talent parce que moi si j'ai de la peinture, j'ai les cartes. Après ça sera peut-être un... c'est en ça après derrière que y a une différence qui se fait sur le travail. Tu vas avoir des artistes qui vont peut-être apporter moins de détails, plus de détails. T'as des artistes qui, surtout sur Magic, où c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus large. Et puis c'est des traits beaucoup plus fins aussi sur Magic. C'est plus fin, mais c'est surtout que c'est plus... Ils sont, ils sont moins regardants. Sur Pokémon, c'est interdit. Voilà. Enfin, c'est interdit, tu peux pas jouer avec. Alors que sur Magic, il y a une tolérance, donc du coup, il y a des cartes qui sont jouées, donc il y a des cartes qui sont peintes pour continuer d'être jouées. Il y a des cartes sur Magic qui sont totalement repeintes, ils gardent juste le nom par exemple. Ça par exemple, ça peut être toléré en tournoi. Ok, incroyable. Donc des fois il y a des artistes qui gardent le titre et en fonction du titre, ils réinventent complètement une illustration qui n'a absolument rien à voir avec l'illustration d'origine. Okay. Donc c'est très très riche sur Magic. Peut-être un peu moins sur Pokémon parce que le but c'est de garder le personnage. Les attaques, ouais. Maintenant, moi je trouve que la différence va se faire sur le travail artistique, sur la carte, sur les détails, sur...
Moi j'accorde une importance à l'aspect lisse de la carte. Il y a des artistes qui mettent beaucoup de peinture ou une peinture très épaisse et ça fait vite une espèce de couche. Ça se voit, je trouve ça personnellement pas très beau. Et tu veux rester un peu comme si c'était la carte d'origine faut que ce soit au plus lisse parce que déjà quand ta peinture est épaisse, ça fait des reliefs avec la lumière, donc c'est pas très beau. Et puis faut pas que tu aies une couche de 2 cm sur ta carte. Ok, et du coup, est-ce que tu fais un peu de veille informatique pour voir ce qui se passe à travers le monde, pour tenter de nouvelles choses de ton côté? Donc ça rentre un peu dans ce côté un peu routine dont tu avais peur. Est-ce que tu regardes un peu ce qui se fait au-delà de la France ou alors autour de chez toi par exemple? Sur les cartes ou ouais, notamment ou de manière générale aussi, parce que tu dis que tu fais surtout un turnover sur ce côté artistique pour essayer de faire la même chose. Est-ce que tu regardes un peu ce qui se fait autour pour un peu évoluer ton style? Ou pour tenter par exemple des nouvelles choses, hein. Il y a peut-être des choses que tu as tentées qui t'ont pas convenu parce que finalement t'es pas à l'aise avec ce style, du coup tu préfères ton style à toi ou quand j'étais au lycée, je me souviens, j'avais des camarades de classe qui avaient des styles très marqués sur des dessins de personnages, il y en a beaucoup, donc je me souviens qui adoraient la BD. Et moi j'étais encore une fois super frustrée de me dire mais ce que je fais c'est moche, c'est impersonnel, mais c'était mon ressenti parce que j'ai fait une section où je suis restée dans la même section seconde, première, terminale, et en terminale j'avais des bonnes notes et j'ai eu mon examen, mais j'ai quand même eu cette sensation d'être de moins me démarquer que les autres, comme après quand j'ai commencé à travailler où j'avais l'impression que les graphistes qui travaillaient avec moi étaient toujours plus talentueux que moi. Et du coup, en travaillant sur les cartes, parce qu'au début, j'aimais pas la peinture. Maintenant, ça va. Maintenant, oui. Mais en travaillant sur les cartes et petit à petit en faisant des illustrations à l'encre sans copier sur quelqu'un, j'ai la sensation d'avoir trouvé quelque chose qui m'appartient sans l'avoir volé, entre guillemets, à d'autres artistes. Donc je regarde ce que font les autres parce que je trouve qu'il y a des artistes qui sont super talentueux, qui font des choses que j'aurais jamais pensé faire ou que je saurais pas faire parce que c'est pas du tout mon style. Peut-être que tu t'en inspires par exemple sur une gamme colorée ou sur des éléments, des choses qu'il va choisir d'illustrer, mais jamais je viendrais copier un artiste en me disant j'adore son style, je vais faire exactement pareil. En fait, moi j'aime pas qu'on fasse ça avec mes choses. Oui, parce que c'est totalement normal. Donc je fais pas ça avec les autres. C'est vrai que sur les cartes, j'ai toujours essayé d'avoir des idées personnelles, comme je te montrerai, les toiles et les compositions. Ça, c'est des choses vraiment qui sont venues, moi, dans ma tête, surtout la nuit. Tu sais, c'est la nuit où tu dois dormir et en fait, t'as toutes tes idées qui viennent. C'est là où on réfléchit le plus, en vrai. Et tout ça, je l'ai sorti de ma tête parce que je me suis dit, mais en fait, on peut créer ce qu'on veut. Faut avoir les idées, mais on peut faire ce qu'on veut, en fait. Avec l'art, oui, tu peux faire pratiquement ce que tu veux. Puis surtout si t'as après, ça va être peut-être des limites sur le matériel, sur les composants, mais en soi, avec l'art, tu peux tout faire. Tu peux presque tout faire, faut juste avoir les idées. Et il y a des artistes qui vont... Ouais, le temps. Il y a des artistes qui vont essayer d'inventer des choses, il y a des artistes qui vont en copier d'autres. Moi, j'essaye de plutôt créer des choses parce que... Après, il faut avoir les idées. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas d'idées et du coup, c'est pas un reproche. Hein. C'est juste que pour eux, c'est plus facile d'aller vers des choses qui existent, de se dire je vais m'en inspirer ou je vais essayer de refaire pareil à ma façon. Mais quand t'as des idées, je me dis fais-le parce que... Et t'as déjà eu le syndrome de la page blanche? Alors, quand j'étais... Avant de faire ça, oui. Il y avait des fois, je te jure, je me mettais devant une feuille, je me disais j'ai envie de dessiner. J'ai aucune idée. Mais je savais pas quoi dessiner. Ouais. Et nombre de fois où je disais à ma mère j'ai envie de dessiner mais je sais pas quoi faire. Et je restais devant ma feuille et je faisais rien ou des trucs. Je savais pas quoi faire. J'avais envie mais je savais pas quoi faire. Et maintenant c'est le contraire, j'ai trop d'idées, j'ai pas le temps de le faire. Tant mieux, souhaite que ça continue dans ce sens-là. Et du coup, aujourd'hui tu as un site internet en français et en anglais, tu as beaucoup de followers étrangers ou ta clientèle est principalement française? Non, plutôt étranger. C'est par rapport au fait que quand t'es ton voyage aux États-Unis par exemple? Non, rien à voir. Je pense que c'est parce que quand j'ai commencé sur Instagram, instinctivement, je me suis dit on va faire les posts avec mon mari en anglais et en français pour toucher plus de gens. Et je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça a touché plus les Américains. Et j'ai continué en fait de faire du français-anglais. En fait sur Facebook, je faisais tout en français. Et il y avait des gens qui me disaient mais moi je parle pas français, j'ai envie de comprendre ce que tu dis.
Et c'est là que on a commencé de faire du français-anglais aussi sur Facebook. Et quand je regarde des fois certaines statistiques sur Instagram ou même sur Etsy, là où je vends aussi ce que je fais, il y a 30% d'Américains, grosso modo, ça varie, 30% d'Américains, 30% de Français et 30% de reste du monde. Ok. Donc l'anglais... Tu vraiment international, quoi. Il y a des pays où j'ai envoyé, je suis plutôt fière. Parce qu'il y a des endroits où je pensais jamais faire partir certaines peintures ou certaines illustrations. La France, les États-Unis, c'est même l'Europe, tu vois, je me dis, bon, c'est bien, mais c'est... Bon. Et là, c'est quel pays à peu près J'ai au Koweït, j'ai envoyé une fois. Afrique du Sud, Inde, Australie, Corée. Et ça te fait quoi d'avoir psychologiquement de te dire que tes œuvres sont partout dans le monde? C'est content forcément. Ouais. Mais ça te met pas une pression toi de ton côté en disant putain il y a quand même beaucoup de monde qui me suivent? Non, parce que j'ai pas l'impression que ça fasse. Je me rends pas compte pour moi c'est une petite communauté encore, surtout que les gens sont pas toujours actifs, donc t'en as qui sont là, puis après qui sont moins là, donc ça fait une petite communauté, mais dès qu'il y avait une destination différente, j'ai fait sur mon site, j'ai une carte où je mets les points. Ok. Parce que ça me... Ça me fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir. C'est à la Japan Expo cette année où j'ai une personne qui est venue acheter une illustration personnelle, pas du Pokémon, et qui m'a dit, moi je viens du Chili. Ah oui, ok. Alors il n'est pas venu exprès, mais il était de passage en France. Il m'a contacté avant en me disant, est-ce que tu seras là? Je veux venir t'acheter ça. D'accord. Et donc quand il est venu sur le stand, il a dit, je viens du Chili, je vais le ramener au Chili. Donc, incroyable. Voilà, ça m'a fait bien. Surtout que c'était pas du Pokémon, donc j'ai encore plus de satisfaction quand c'est une illustration personnelle. Parce que quand tu dis illustration personnelle, c'est des illustrations que tu fais toi de ton côté sur un univers précis ou c'est des commandes Non, c'est vraiment des idées que j'ai moi, des illustrations à l'encre que je te montrerai. C'est notamment du paysage et du bâtiment, ce que j'ai un peu vu aussi sur ton Insta forcément. Mais j'ai vu du bâtiment, des paysages, de l'architecture. Il y a plusieurs choses. Il y a soit des illustrations qui m'ont inspiré par rapport à des photos qu'on a faites au Japon. Après, des décors de jeux vidéo. Par exemple, quand je vais jouer à un jeu qui me plaît, je vais faire une capture d'écran, je vais me dire là, ça ferait un super dessin et je vais refaire un dessin. J'ai la personne en question là, qui venait du Chili, elle a acheté un Smaug. J'ai fait Smaug, le dragon de Hobbit. Ok, oui, ok. Mais bon... on le devine parce que c'est un dragon sur un tas d'or. J'essaye d'avoir une idée, mais de l'exploiter de manière personnelle. Tu vois, pas reprendre une image que je vais trouver. Je me dis, tu fais de la création pure. Je fais de la création avec un thème dans ma tête. Après, il y a des choses que j'ai complètement inventées, je te montrerai, où je me suis dit, oh tiens, je dessinerais bien ça. Voilà. Et du coup, que pensent tes proches aujourd'hui de ton métier? Je ne sais pas. Non, je pense que mon père doit être plutôt fier parce que lui, il apporte une grande valeur au travail. Donc, peu importe ce que je fais, je pense que si ça me plaît, si ça marche et tu t'épanouis dedans. Et voilà, lui, il est content. Et je pense que ma mère aussi doit être contente. Ma mère, elle voulait faire un cursus artistique, mais ses parents lui ont pas permis de le faire en fait. D'accord, donc du coup, elle a pas pu faire ça. Alors des fois, Bon, elle m'a autorisé à faire ça, mais elle a pas pu le faire. D'accord. Et du coup, tu dis que tu bosses aussi beaucoup avec ton mari. Il a un métier lui aussi à côté ou il est vraiment 100% avec toi? Non, lui, il a son métier à côté, mais on est tous les deux dans le domaine artistique. D'accord, ok. Donc c'est Monsieur Conseil, Monsieur Aide, sur les montages vidéo, sur de tout. Ça va être un choix visuel, des mises en... en fait, tout ce que je fais, je pense que je peux lui demander... Tu t'apportes un autre œil sur voilà, ce c'est que tu fais. C'est un autre regard. Tu sais, quand t'as le nez dessus, au bout d'un moment, tu vois plus trop... Je comprends, ouais. Voilà, t'as besoin qu'on te dise, non là, c'est pas bien. Donc, il m'aide surtout. J'ai une dernière question du coup pour cette partie. Du coup, on va revenir un peu sur ton site. Donc, tu as différents produits. Est-ce que tu peux nous dire à peu près rapidement ce que tu proposes sur ce site? Et après, dans la partie 2, évidemment, on va rentrer en détail. Du coup, qu'est-ce que tu proposes sur ton site? Alors, sur le site, on propose des petites reproductions des altérations. D'accord. Donc, les peintures sur carte, je sais que c'est un certain budget, parce que ça représente un certain travail, donc c'est pas forcément accessible. Donc, on avait décidé à un moment de faire des petites reproductions. Donc c'est des formats A5, c'est à peu près la taille jumbo, qu'on plastifie. Donc ça touche essentiellement les enfants, c'est vrai que plastifier et tout, c'est souvent les enfants qui s'arrêtent sur ce genre de reproduction.
J'avais fait toute une série de Pokémon à l'encre de Chine. J'ai vu Groudon, Kyogre et Rayquaza. Oh, j'en ai fait... J'en ai vu un peu sur le site, parce que du coup j'ai aussi regardé un peu sur le site et je l'ai trouvé magnifique sur une toile un peu ah oui, alors sépia. Ça c'est autre chose. C'est encore autre chose. Ça c'est autre chose, je te montrerai, j'en ai apporté un. Ça c'est des formats A3 que j'ai fait à l'encre de Chine. Toutes les illustrations A3 que je fais en noir et blanc, on les fait imprimer en format A3, donc c'est 30 par 42, deux formats A4, deux feuilles. Et c'est imprimé sur Forex. C'est une sorte de PVC. Oui, vu, voilà. Okay. Donc il y a plusieurs choses. Il y a les A5 Pokémon et les Forex qui vont être sur mes illustrations personnelles ou sur des illustrations Pokémon. Tous les formats, tous les grands formats que je fais, on les fait imprimer en grand format. Ok. Et merci beaucoup pour cette première partie. On va du coup passer à la deuxième, surtout ce qui va être... on va rentrer en détail un peu sur notamment les peintures, parce que comme c'est des interviews Pokémon, on va surtout se baser un peu sur Pokémon. Mais voilà, donc du coup c'est parti. Du coup la partie 2, donc beaucoup de produits sur ton site, donc on va revenir sur quelques-uns d'entre eux. Ma chaîne est basée sur Pokémon, comme je t'ai dit juste avant, et du coup on va parler Pokémon. Combien te prend en général une carte peinture à faire? Ouais. Alors au début, il y a jadis, longtemps, je passais 1 heure. Ok, parce que c'est court en vrai. Oui, c'est très court, mais parce que j'avais pas du tout confiance dans ce que je faisais, donc je faisais vite des aplats et voilà, c'était fini. Maintenant, on va dire entre 3 heures, 3 heures et demie. Ok. La carte que je suis en train de faire actuellement pour la couverture du livre, je pense que ça va être mon record parce que j'en suis déjà à 3h30 et j'ai pas fini. Ok, donc voilà. Hâte de voir ça. Et est-ce que c'est vrai que, bon, en off, tu me montrais un peu ton classeur avec toutes tes premières créations. Voilà, donc ça défile là pour vous. Et effectivement, il y a des cartes qui étaient... Enfin, on voit ton évolution quand même. Parce que y a des cartes qui n'étaient pas officiellement en mode full art, full peinture. Donc, du coup, c'était voulu, c'était fait... c'est pour aller dans le même sens, c'est que c'était un gros manque de confiance en moi. Et donc je me suis dit on va faire un petit peu. Et puis au début je me suis dit peut-être on peut les jouer quand même. Donc je laissais les attaques, les noms, je couvrais que les bords. Un peu comme Magic quoi. Un peu comme Magic. Mais c'était surtout parce que ça allait plus vite. Et parce que j'avais pas du tout confiance pour couvrir, imaginer une aussi grande surface qui était la moitié de inférieure de la carte. Oui, tu m'étonnes. Et encore celle que je t'ai montrée, c'est de la vieillerie moyenne. 2018, c'est ça que tu disais ? C'est 2018, un petit peu avant, mais il y a de la très vieille vieillerie. Ok. Ou alors là, c'est des aplats, quelques traits pour faire de l'herbe et c'est tout. C'était les débuts, enfin, faut bien essayer. Ouais. Du coup, tu commençais notamment surtout sur des communes, peu communes, c'est ça ? Oui, des communes. Après, ça dépend. Je vais surtout vers l'illustration. Quand je vois l'illustration, même quand les cartes sortent aujourd'hui, je me dis ça, je pourrais pas en dire un truc à faire. Mais c'est vrai qu'il y a des cartes des fois qui m'ont tenté, qui étaient un peu plus chères, et je me suis dit ça, j'aimerais bien le peindre, mais c'est pas du tout le même budget. Parce que du coup, c'était un peu ma question d'après. Comment te vient l'idée de telle ou telle carte ? C'est des commandes principalement ou c'est juste une envie de ta part ? Alors, j'ai eu une grosse période où j'ai pris des commandes. Donc là, les gens m'ont demandé des fois des cartes, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Puis des fois, ça rendait bien. Et à l'inverse, des cartes où j'étais très confiante et c'était pas forcément ouf. Donc, bon, ça dépend vraiment des illustrations. Généralement, quand moi je choisis, c'est l'illustration. Ou alors, si je vois qu'il y a un truc intéressant à faire au premier plan. Il y a des cartes qui me bottent pas du tout, par exemple quand ça va être de la 3D. Ça, je trouve ça pas du tout intéressant. Ouais. Les cartes en pâte à modeler. Ouais. Et toutes celles un petit peu anciennes sur Wizard où il y avait les fonds un peu abstraits. Oui, notamment, c'est le fond de Ponyta, par exemple, qui me revient beaucoup, le fond un peu Windows. C'est tous les fonds où on a l'impression qu'il y a un filtre sur une photo. Qui tu dis qu'est-ce que je dois faire à part garder le Pokémon et tout refaire, il n'y a rien à garder, donc moi quelque chose d'illustré avec des couleurs qui me parlent, c'est ce vers quoi je vais aller généralement. Est-ce que tu as déjà eu des ratés sur des cartes, par exemple sur des commandes notamment? Sur des commandes je pense pas, parce que généralement j'envoie les photos avant. T'envoies une sorte de croquis avant, savoir si ça... Pas du tout. Non, pas du tout, t'envoies vraiment le final. Généralement les gens me disent tu fais ce que tu veux, c'est rare que des gens m'aient dit je veux ça. Des fois, il y en a, ils m'ont dit genre je veux des fleurs de telle couleur, mais c'est assez rare. Généralement, c'est je te fais confiance, tu fais ce que tu veux. Et donc, je leur envoie la photo juste avant d'envoyer la carte.
Donc j'ai toujours un peu l'appréhension de me dire est-ce que ça va plaire. Généralement ça a plu. J'ai eu des ratés moches sur des cartes que j'ai fait moi, il y a longtemps, pour des conventions par exemple, quand je devais faire énormément de cartes. Il y a une période où je faisais que des cartes et il fallait que j'en fasse beaucoup. Et il y en a qui étaient pas belles. Pour ta vitrine en gros, c'est ça? Pour le stand, pour pouvoir vendre les cartes. Dans les premières conventions qu'on a faites, on faisait que des cartes. Et donc j'avais dû en peindre énormément, donc il y en a qui étaient moins jolies que d'autres, forcément. Il y a toujours des cartes où on met un peu plus de temps, forcément. Après, même sur les cartes récentes que je peins, il y en a sur lesquelles je suis plus ou moins satisfaite. Généralement, c'est rare que je sois satisfaite de ce que je fais. Est-ce qu'il y a une carte en particulier ou en particulier ouais, où tu es vraiment très fier de cette peinture? Alors, pour les cartes toutes seules, celles que j'ai gardées, du coup que je t'ai montré tout à l'heure, qu'on va remontrer, généralement, quand il y en a vraiment que j'apprécie, je les garde. Si un jour je m'en lasse, je les mets en vente. Ça m'est arrivé de mettre en vente des cartes que j'avais gardées pour moi et d'avoir un petit pincement quand elles sont vendues, mais bon, c'est le jeu. Et sur les compositions, il y a des choses que j'ai faites, donc j'étais vraiment très très fière, mais c'était souvent des commandes, donc c'est parti chez les gens. Après, si les gens apprécient, du coup, je suis d'autant plus satisfaite. Tu m'étonnes. Et du coup, t'as déjà fait des doubles? Des doubles. Genre, t'as cette peinture, par exemple, tu dis, une commande, t'es très fière de cette composition. T'aimerais bien aussi l'avoir chez toi, donc tu refais un peu... Non, tu n'auras jamais refait... J'ai refait parce qu'on m'a demandé. Okay. Par exemple, j'ai fait une composition avec les starters du set de base, donc Carapuce, Salamèche et Bulbizarre du set de base, avec une carte de chaque côté, donc une composition de 5 cartes en long. Par exemple, celle-là, je l'ai fait 3 fois. Okay. Parce que je l'ai fait une fois, je l'ai montré sur Instagram, et ensuite quelqu'un qui m'a dit je voudrais la même. Je veux. Donc, fallait que je l'imagine un peu différemment. Je l'ai remis sur Instagram. J'aimerais bien la même. Donc, je l'ai refaite une 3e fois. Et cette composition-là, je l'ai faite aussi avec juste les 3 cartes. Oui, j'ai vu ça. Je l'ai fait 3 fois, je crois aussi. Donc, il y a certaines cartes que j'ai beaucoup peint. Il y a des cartes que j'ai peint plus de 10 fois. Un exemple? Le Pikachu Le Fat Pikachu, ouais. Pikachu. Je crois que je l'ai peint plus de 10 fois. Pikachu et les starters original. Du set de base. Ok. Et du coup, t'en as marre un peu de ces cartes? Ouais. Par contre, il y en a certaines... C'est un appel à l'aide, arrêtez. Arrêtez de... pas celle-là. Il y a des cartes, par contre, que j'ai fait plusieurs fois, mais que je referai avec plaisir, par rapport à des ambiances, des environnements. Est-ce que t'as d'autres idées de composition? Parce que les fonds... Par exemple, le Aquali Aquali Team Rocket, qui est dans l'eau, de Harita. Oui, très joli. Celle-là, je dois l'avoir fait au moins une dizaine de fois, mais ça me dérange pas de la refaire. C'est par rapport aux couleurs, c'est un fond marin, ça me... Faut pas dire que ça me fait plaisir parce que je l'ai déjà fait beaucoup de fois, mais ça me gêne moins de la refaire que le gros Pikachu. Il y a peut-être plus d'idées aussi que tu peux faire. Évidemment, l'univers de aquatique, c'est très riche. Comparé au Pikachu qui est juste devant 3-4 herbes. Puis le Pikachu, il est dur parce que les couleurs claires, généralement à la peinture, il faut couvrir la carte, et les couleurs claires couvrent difficilement la carte, donc c'est beaucoup de couches pour cacher la carte, et le Pikachu étant jaune pâle, il faut arriver à lui faire le bas de son ventre et ses petits pieds avec beaucoup de couches de peinture, parce que moi, comme je te disais au début, j'aime bien que la carte reste très lisse, donc j'ai pas envie que ça soit trop épais sur la carte. Et donc les 3 starters du set de base, Salamèche, Carapuce, Bulbizarre, c'est les mêmes raisons, elles sont très claires les cartes, donc c'est pareil, il faut arriver à couvrir les environnements. Ok, voilà. Et du coup on va parler peinture. Quelle peinture tu utilises? De l'acrylique. De l'acrylique, ok. Et ton petit pinceau, ce que j'imagine que tu as un petit pinceau. Après, j'utilise plein de pinceaux. Généralement, je commence au pinceau brosse pour couvrir grossièrement la carte. Parce que le fait d'avoir une fine couche de peinture fait que la couche de peinture suivante va un petit peu mieux accrocher. Ouais, totalement, ouais. Mais après, oui, je vais avec des pinceaux assez fins. Généralement, après, ils commencent de s'écarter dans tous les sens, les poils. Donc, je passe au suivant. Même en les lavant bien, au bout d'un moment, ça... Donc, petit pinceau. Ok. Du coup, on parlait un peu de créativité sur les cartes. Est-ce que tu t'inspires des choses de la vie réelle, ou c'est vraiment, tu te focalises vraiment sur ton illustration et tu te dis, ça je le vois comme ça, ou alors est-ce que tu as peut-être une feuille de brouillon à côté pour... Pas de brouillon. Non, Je fais tout de tête. Incroyable. Je fais tout de tête, et sauf peut-être pour les compositions
où généralement quand c'était des commandes je faisais des croquis très grossiers. Si tu veux c'est pareil, je t'enverrai une photo si tu veux pour illustrer. Vraiment très très grossier à la souris pour dire aux gens là il y a une cascade, il y a un rocher, là il y a un arbre. Voilà, pour donner une idée. Après je comprends, c'était des budgets assez conséquents, je comprends que les gens avaient envie d'être rassurés sur ce qu'ils allaient avoir, mais c'est vrai que les cartes généralement je choisis la carte parce que j'ai eu mon idée avant en tête, donc je sais à peu près ce que je vais faire. Après il y a des fois, il y a des cartes, je les ai commencées avec une idée, puis j'allais vers complètement autre chose parce que je me dis mais en fait c'est nul ce que je suis en train de faire, donc on va le rattraper en cours de route. Et du coup, la carte la plus rare sur laquelle tu as dessiné, j'ai vu notamment un Rayquaza Star. Genre, c'est une vraie Rayquaza Star. Ouais, c'est un vrai Rayquaza Star. Mais c'était une japonaise? Ouais. Okay. C'est un Rayquaza Star japonais, c'est une personne, un américain, qui un jour m'avait envoyé un message en me disant je voudrais une toile avec un Rayquaza Star. J'ai cru que c'était une blague. Et je lui avais dit, mais là, je peux pas fournir la carte parce que. Si derrière il changeait d'avis, moi c'était quand même un certain investissement. Tu m'étonnes, ouais. Et il m'avait dit non, pas de problème, je veux acheter celle-là. Donc il m'avait envoyé le lien eBay pour que je regarde l'état de la carte. Est-ce que ça te va? Oui. Il m'a dit je l'achète, je la fais livrer chez toi. Et donc il a acheté Rayquaza et j'ai reçu mon Rayquaza Star japonais. Il avait un pli sur un coin assez marqué. Mais comme il voulait une toile, et que la carte est collée sur la toile, l'état du dos, c'était pas grave. Elle est collée? Collée okay. Alors en fait, moi quand je la peins, je mets de la peinture, je mets la carte pour qu'elle tienne un peu avec l'adhérence de la peinture, mais elle n'est pas définitivement collée. Je fais ma toile, et une fois que j'ai terminé ma toile, je retire la carte, et là je vais venir la coller avec de la colle. Okay. Je la colle, et une fois que tout est fini, je vernis la totalité. Donc tout ce qui est plis, imperfection, ça se voit plus trop. Mais c'était un vrai Rayquaza Star japonais. D'accord, parce que j'ai vu ça, j'ai fait ah oui, ok. Et t'avais eu des retours sur cette carte quand tu l'as publiée sur les réseaux? Je me souviens à l'époque, j'avais prévenu à l'avance en disant que je travaillais sur une carte un peu rare et que je voulais arrêter tout de suite les gens qui allaient me dire c'est une honte, t'as pas honte, machin. Je dis non, c'est une commande donc m'incendiez pas, moi je fais ce que les gens me demandent. Et les gens avaient été plutôt cool dans les commentaires, personne n'avait. Enfin, pas cette fois-là en tout cas. Alors, c'est ma question d'après, est-ce que tu as déjà reçu un retour négatif disant que tu as gâché une carte? Au début surtout. Au début? Ouais, surtout au début où. Je pense qu'au début, l'altération. Enfin, moi je fais ça depuis longtemps. Alors, je sais pas depuis quand ça date, mais j'ai l'impression qu'en France, c'était pas hyper connu il y a une dizaine d'années. Enfin, pas sur Pokémon en tout cas. Magic, je sais pas, mais pas sur Pokémon. J'étais trop jeune. Et du coup, quand on arrive là en disant je prends une carte, je peins dessus, les gens ils voyaient ça comme un. Genre, tu l'as sacrifié avec un clou, quoi. Genre, mais pourquoi t'as fait ça? T'as pas honte? C'est le même jour-là qu'ils jetaient les cartes des cailloux sur la récré. Je trouvais ça dommage de pas voir le travail artistique et de juste voir mais tu l'as gâché, c'est un sacrilège, pense aux enfants qui peuvent pas avoir de cartes. On m'avait dit ça une fois, mais je fais ce que je veux avec mes cartes en fait. C'est clair. Si je peux rien, si les petits enfants peuvent pas avoir des cartes. Et du coup tu disais un peu tout à l'heure aussi que tu achètes toi-même tes cartes pour tes commandes, ou comment tu te fournis en fait Alors j'ai beaucoup de doubles. Ouais. Et énormément de doubles parce que à travers toute la collection on a ouvert, j'ai échangé des choses mais il y a quand même des choses qu'on a gardées. Et puis des lots qu'on a achetés, même des brocantes, on a des étagères remplies de doubles. Et puis quand on achetait nos displays, tout ça, même en revendant, il y a quand même des cartes que j'ai gardées. Donc j'ai du choix. Après, dès que les cartes sont un peu rares, je les ai pas forcément, donc là je vais acheter, quand c'est pas très cher, je préfère acheter moi-même plutôt que la personne achète et me l'envoie, je trouve ça... Et tu demandes une aide financière pour l'achat de la carte ou pas non. Du tout? Non. Sauf quand la carte a un certain budget. Ou alors sinon comme le Rayquaza où là c'est vraiment une carte chère où je demande à la personne de l'acheter parce que je peux pas acheter la carte si la personne change d'avis derrière, je me retrouve avec une carte, je sais pas, enfin je pourrais faire une création autour mais je suis pas assurée de la vendre donc je préfère sécuriser. Oui, tu m'étonnes, ouais. On va un peu changer de produit. Donc voilà, on parlait des cartes peinture. Tu fais aussi des grosses illustrations en couleur et en noir et blanc. Pareil, combien de temps? Est-ce que c'est des commandes? Donc notamment le trio des chiens légendaires, le Kyogre Rayquaza, donc tu nous as montré tout à l'heure. Voilà, c'est combien de temps? Explique-nous un peu cette démarche sur ces illustrations. Sur les illustrations à l'encre, il y a deux styles. Il va y avoir les illustrations à l'encre qui sont faites avec un pinceau stylo qui permettent des tracés très larges. Donc ça couvre très, très vite. Donc c'est des traits plus gros qui vont faire un peu comme les estampes japonaises.
avec lesquels j'utilise aussi du feutre gris pour faire des valeurs de gris. Donc ça, c'est des illustrations qui sont moins chargées que celles faites avec les petits stylos, donc qui prennent un peu moins de temps. Généralement, c'est peut-être une vingtaine d'heures. Ok. Je vais dire moins de temps, vingtaine de minutes, je voulais dire ça. Je me suis dit, ah oui, vingtaine de minutes, c'est quand même rapide. Non, vingtaine d'heures. Mais c'est vrai que toutes les illustrations où je vais utiliser des stylos avec des hachures, c'est beaucoup plus long parce que du coup, comme les hachures sont petites, il faut beaucoup plus de temps pour couvrir un même format. Donc il y a des dessins comme les Pokédex ou comme le Smog. C'est plus autour de 50 heures de... on m'a toujours dit, mais c'est rapide. Je me dis, bon. C'est quand même 24... Enfin, c'est quand même 2 jours à la suite sans manger, dormir. Quoi. Alors, moi j'étale ça sur plusieurs mois en plus. C'est pour ça que, quand je te montrais, je fais des bâtons en bas. Parce que généralement, je fais d'autres trucs à côté. Donc je vais dessiner 2-3 heures dans une journée, puis 2-3 heures le lendemain, puis après des fois je vais pas forcément refaire. Donc c'est pour ça que à partir du moment où je commence une illustration et au moment où je termine, peut être passé un mois ou deux. Déjà 2-3 heures c'est immense, enfin, sur un dessin. Moi qui ai dessiné un peu dans ma jeunesse, et encore moi c'était pas la création, c'était la reproduction. À l'époque, pour ceux qui peut-être me suivent depuis très longtemps, j'avais une chaîne qui s'appelait Math Drawing, je faisais des speed drawing sur internet. J'ai commencé YouTube en 2011 avec ça. Et du coup je sais que j'adore dessiner, mais en même temps ça me fait chier. Je suis là, j'étais au bout d'une heure, je fais... Ah oui mais je comprends, c'est pour ça que je te disais que je fais d'autres trucs en même temps parce que ça te permet de varier et quand tu reviens sur ce que tu faisais, tu perds pas ta motivation parce qu'entre temps t'avances sur autre chose. Alors du coup c'est un petit peu, t'avances moins vite parce que tu avances sur plus de choses en même temps, mais je trouve que ça évite de perdre la motivation parce qu'il y a énormément de trucs que je sais que j'ai commencé que je finis pas parce qu'en fait au bout d'un moment tu perds ta motivation, tu passes à autre chose et c'est ce que je veux éviter quand je commence quelque chose. Moi j'ai envie d'aller au bout et donc pour aller au bout il faut faire plusieurs trucs en même temps. T'as déjà eu des projets qui sont un peu mornés, genre des illustrations où t'étais ultra motivé et au final non, c'est pas sorti ou t'as pas fini? Récemment non. Des peintures oui, pas forcément de Pokémon mais des peintures perso que j'ai commencé et j'ai arrêté. Parce que je suis passée à autre chose, parce que j'ai eu une autre idée en pleine nuit qui est devenue plus forte que celle que j'avais commencée. Et voilà. Et donc je peux pas avancer sur tout, donc il y a des moments où je vais vers les choses vers lesquelles je suis plus motivée. Et, par exemple, j'avais commencé un cadre avec une illustration d'un oiseau, pareil, au trait avec des fleurs. J'ai commencé ça. Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé ça. L'année dernière. Ouais. Fin d'année, hein. Mais du coup, c'est toujours là. Tout est découpé, c'est posé. Il y a des trucs posés par-dessus. Et j'y ai toujours pas fini. Il y a juste à finaliser en gros. J'ai juste à tout coller, tout est dessiné. Okay. C'était un dessin avec des plans pour un peu comme mes cadres en 3D, mais avec quelque chose de personnel. Donc c'est un oiseau avec une branche et des petites fleurs. Donc il faut juste que je colle, en fait tout est dessiné, j'ai plus qu'à coller. T'es sur la fin alors. Et j'en suis là depuis un moment. Ok, tu fais également plein d'autres illustrations comme du bâtiment, du paysage. D'où ça vient ces inspirations ? Alors les bâtiments desquels je m'inspire, ça va être essentiellement des bâtiments japonais qu'on a pris en photo quand on est allé au Japon avec mon mari. Il y a des bâtiments qui sont au niveau de l'architecture qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a chez nous. Et moi qui m'ont inspiré dans des dessins, alors je les ai pas redessinés tels quels, généralement je les adapte par rapport au thème. Et pour les deux précis que j'ai en tête, et ceux qui connaissent, du coup il y en a sur l'un j'ai mis des chats, et sur l'autre j'ai mis des corbeaux. Qui ont chacun une histoire. Voilà, tous mes chats ont un nom, une histoire, tous mes corbeaux ont un nom, une histoire. Et alors il n'y a pas spécialement des chats au Japon, mais je trouvais que le chat noir, par rapport au dessin à l'encre, se détachait vachement bien du dessin, c'est pour ça que je vais vers des chats. Sinon, j'ai pas une affection particulière pour les chats. Par contre, les corbeaux, c'était pour répondre aux chats, aller vers un animal noir, et par contre des corbeaux au Japon il y en a beaucoup. Donc là je me suis dit ça fait très... ça va avec l'idée du Japon. Alors des corbeaux. Mais ils sont pas méchants. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Nous on a des pigeons, mais au Japon il y a énormément de corbeaux. Ok, je savais pas du tout. Est-ce que tu as des illustrateurs qui te passionnent ou que tu suis d'autres illustrateurs ? C'est pas forcément dans Pokémon, hein. Non, enfin je suis des comptes artistiques sur Instagram, mais des illustrateurs connus... Non, pas de problème. Pas du tout. J'ai une dernière question du coup pour clore cette deuxième partie. Est-ce que tu as d'autres projets en approche ? Mon livre.
Donc c'est là, en ce moment, t'es beaucoup sur ton livre. Ouais, depuis qu'on est revenu du Japon. On est parti au Japon en septembre et dès qu'on est rentré, je me suis mis dessus, donc ça va faire 4 mois que je suis dessus. C'est une idée qui a fait pouf dans ma tête en août et pour le moment je dédie quasiment tout mon temps à ça depuis un moment déjà. Ok, bon on va en parler directement dans la partie 3. Du coup, troisième partie, la consécration. Donc tu parlais de ton livre juste avant dans la partie 2. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre ? De quoi ça va parler ? Ça va parler de tout mon travail autour des cartes depuis 10 ans, parce que je me suis rendu compte l'année dernière que cette année, donc en 2024, ça ferait 10 ans que j'ai peint ma première carte. Déjà. Et je me suis dit, mais ça serait... Alors à la fois une bonne idée et une idée un peu piège parce que ça représente beaucoup de boulot. Oui. Est-ce que tu fais toute page par page toi-même ou tu passes par un autre organisme ? Ah non, je fais tout moi-même. Ok, tout toi-même. Donc c'est beaucoup d'heures de recherche surtout parce que je suis pas très organisée. Et donc voilà, donc ce livre va regrouper tout mon travail, tout ce que j'ai réussi à retrouver, donc il y a énormément de choses quand même. Il manque des cartes, mais j'ai mis le maximum. Donc tout mon travail sur les cartes, que ce soit Pokémon, Magic ou plus récemment, donc j'ai fait quelques tests sur l'Arcana, Harry Potter, et les cartes, les toiles, les compositions, les cadres en 3D, vraiment tout ce que j'ai pu faire en utilisant comme matière première la carte de jeu. Donc en gros c'est un peu comme quelques questions que j'ai eues que je t'ai posées. Tu vas revenir un peu sur ce livre, genre la peinture que tu utilises, la créativité. Est-ce que tu vas parler aussi un peu des avantages, genre la carte, le syndrome de la carte blanche, la peur de pas assez bien faire les choses. Est-ce que tu te livres un peu dans ce livre ou pas du tout ? J'ai pas trop parlé de ça, mais j'ai quand même essayé de retracer un peu j'ai quand même essayé de retracer un peu le parcours sur les questions que tu m'as posées, pourquoi j'ai commencé de peindre sur les cartes, comment on m'a donné l'idée. Et ensuite j'ai essayé de classer les cartes au début à peu près par époque parce qu'on voit vraiment qu'il y a une différence, d'expliquer pourquoi au début les questions que tu m'as posées, pourquoi au début elles étaient plus simples, le travail que j'ai eu, à un moment j'ai changé de peinture, j'ai expliqué pourquoi. Donc en gros ça va être un peu une complémentarité de l'interview en fait ce livre. Oui, tu vas rentrer beaucoup plus dans le détail. C'est rentrer plus dans les détails, puis c'est très... Il y a du texte, mais c'est beaucoup d'illustrations, enfin c'est beaucoup de photos de tout ce que j'ai retrouvé, parce qu'il y a beaucoup de work in progress, il y a des gros plans, il y a énormément de photos que j'ai faites, que j'ai partagées ou pas, et je me suis dit, mais en fait tout ça, le livre il est là pour les montrer, pour les mettre en page, et... Je me suis dit que c'était intéressant à faire pour moi et que ça pouvait intéresser les gens qui aiment soit l'altération, soit le travail artistique, soit les cartes Pokémon ou les cartes de jeu. Puis même découvrir aussi des choses. Moi qui n'ai pas non plus trop dans l'altération, il y a un côté artistique que j'aime beaucoup. Et le fait de t'avoir rencontré, ça m'a permis aussi d'en apprendre beaucoup plus sur toi et ton univers. Et pour le coup, rentrer un peu plus dans ta manière de voir les choses, je pense que ça peut être super intéressant. Parce que forcément à l'écrit c'est plus simple d'écrire et de parler de soi que là en interview c'est un peu plus compliqué, surtout c'est ta première donc forcément tu rentres un peu plus dans l'intimité on va dire, et je pense que ça peut être très intéressant pour les personnes qui te suivent depuis très longtemps, d'avoir ce livre en complémentarité de cette interview. J'espère que ça plaira. C'est un gros travail et plein de questions, parce que moi j'ai toujours peur, je suis un peu défaitiste, donc je pars toujours du principe que ça va pas plaire, et pourtant je mets vraiment tout mon cœur à l'ouvrage, mais il y a toujours cette appréhension de se dire et si ça plaît pas, mais c'est en déterrant tout ce que j'ai fait que je me suis dit il y a tellement de choses qu'il faut que je puisse les montrer. Je sais pas combien il y a de cartes dans ce livre, et je me suis dit une fois que je vais l'avoir fini je vais compter, j'arrive sur la fin donc je vais bientôt compter. Mais je pense que des cartes, j'ai dû en faire plus de 2000, et rien que sur les évolutions, en fait, j'ai fait toute une partie sur les cartes avec les évolutions. Rien que les évolutions, j'en ai fait plus de 110. Okay. Que des cartes sur les évolutions. Et donc les cartes à travers tout, les compositions, tout mélangé, les compositions, les toiles, toutes les cartes, toutes celles que j'ai peintes en 10 exemplaires. Oui, je pense qu'il y a plus de 2000 cartes. Alors il y a peut-être pas tout dans le livre, parce qu'il y en a que j'ai pas retrouvé. Il y en a que j'ai en tête, mais j'ai pas de photos, ou
J'ai fait des appels, des recherches sur Instagram, mais personne m'a envoyé les photos, donc je sais que ça existe, mais je pourrais pas forcément les montrer. Mais je pense qu'il y en a un bon paquet, ouais. Donc là, j'approche des 250 pages, c'est pas mal. C'est énorme, 250 pages, mais après voilà, c'est comme tu dis, ça sera beaucoup d'images, ça sera beaucoup... soit beaucoup imagé. Il y a des explications, j'ai mis... Quand il y a des explications qui me semblaient pertinentes, j'ai mis des explications, mais le livre il est plutôt là pour parler du travail que de moi en fait. J'ai vraiment envie de parler du travail de l'altération et de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je le fais de telle manière, plutôt que de moi. C'est pas une biographie, enfin j'en suis pas là. C'est vraiment pour parler du travail autour des cartes, parce que je trouve qu'à travers le livre, on voit l'évolution. Il y a des artistes qui font de l'altération. On a l'impression qu'ils ont été doués tout de suite. Alors que moi, au début, ce que je faisais, c'était pas beau. C'était pas beau pour ta vision à toi, mais par exemple, d'où ce qu'on a vu tout à l'heure... c'est pas terrible. Oui, parce que toi, aujourd'hui, t'as un aspect critique sur ce que tu faisais avant. C'est comme moi, aujourd'hui, si je regarde mes premières cartes Grenat, elles sont nulles à chier. Vraiment, mes premières illustrations que je faisais moi-même, je me suis dit, comment je me suis dit il y a 4 ans, ma première série, incroyable et tout. Aujourd'hui, je sors une deuxième série. Mais c'est parce que t'as fait ça qui te plaît plus que tu as réussi à faire ce que tu fais maintenant. Tu vois, ça a été le chemin qui t'a amené vers ce que tu fais maintenant. C'est pour ça que je trouve que c'est important de le montrer. Mais... Peut-être que je ferai un livre sur Grenat. Quand tu seras à tes 10 ans ou à ta 10e série. Déjà, Grenat a plus de 10 ans, mais ouais, peut-être un jour. Enfin bon, c'est pas le sujet, on va revenir sur ton livre. Du coup, il sera plutôt physique ou numérique, ce livre ? Physique. Numérique, pour le moment, je sais pas. Voilà, on explore cette piste, mais initialement, non, j'avais prévu vraiment ça comme un objet physique. Donc, avec imprimé, on va passer par une campagne... Litchi ? Non, en Kickstarter. Ok. Parce que c'est un gros budget. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, que ce soit des illustrations, que ce soit des cartes, que ce soit mes projets personnels à travers sur les pins, les magnettes, j'ai toujours tous mes projets ont servi à financer les projets suivants, donc j'ai toujours tout pu payer moi-même, mais le livre c'est un budget trop gros pour que je puisse le financer moi-même, et cette cagnotte me permet aussi quelque part d'en faire un petit peu de la pub. Oui, totalement. Donc on trouvait que c'était plus approprié que d'accord. De toute façon, cette interview sert aussi à ça également. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous aimez beaucoup les illustrations de Moura, de vous abonner directement à son Insta, puis de la soutenir si vous le souhaitez évidemment. Un petit like, un petit commentaire, ou alors directement sur le crowdfunding, comme je disais. Normalement mi-février. Mi-février. Ok, cette vidéo sort à peu près en même temps. Dans la logique, si tout se passe bien. Tac. Aujourd'hui, tu disais que tu en vis. Est-ce que tu participes à des conventions ? Est-ce que tu as des conventions prévues cette année ? Alors oui, on a des conventions prévues cette année. De sûr, pour le moment, on sera à Pictasia le 17-18 février. C'est ça, oui. On sera ensemble. Voilà. On l'a pris tout à l'heure. Après, on va faire un Japan Pop Show à Paris, qui sera le week-end d'après. Ça, c'est sûr. Le gala. Gala TCG, en mai, normalement, c'est sûr. Japan Expo à Paris. C'est juillet, ça ? C'est juillet. Normalement, c'est bon. On n'a pas payé, mais on nous a validé notre inscription, donc c'est bon. Et comme chaque année, normalement, on devrait être aussi à Japan Tour Festival. On attend, à Tours, du coup. Ça, c'est nos conventions chouchoutes habituelles, donc on espère qu'on sera... Ça fait combien de fois... Enfin, vous y allez chaque année, pardon ? Tour, Japan Tour Festival, on fait... Depuis qu'on a commencé les conventions, on essaie de la faire à chaque fois. Donc, on l'a fait en 2020. Juste avant le Covid. Et puis ensuite, en 2022. Ouais, je crois que ça va être 22. Et 23. Oui, c'est ça, 3 et fois. 24, et là, ça va faire notre 4e. Ok. Bon, de beaux projets qui arrivent. J'ai encore une petite dernière question. Je ne l'ai pas posée avant, donc elle est peut-être un peu hors sujet par rapport au livre. Tu as fait aussi une petite collaboration avec PCA. Comment ça s'est passé un peu cette approche ? Est-ce que c'est eux qui t'ont démarché ou c'est toi qui les as démarchés par rapport au fait que tu pouvais grader des cartes peinture ? Alors c'était il y a longtemps, c'est quand Romain Chafford y travaillait encore, c'est lui qui était très intéressé par l'altération et qui m'avait dit que ce serait un super projet de pouvoir grader mettre sous boîtier parce qu'il n'y a pas de notes pour les altérations, les cartes.
Et donc ça s'était fait comme ça, et on s'était vu, donc on a fait une petite interview où j'avais pas été très à l'aise non plus, où j'avais pas une carte. Et puis c'était complètement resté en suspens, il s'était plus rien passé. Romain est parti, et une autre personne derrière a récupéré le bébé. Et puis après ça s'est fait. Alors je sais plus vraiment comment ça a été, comment ça s'est goupillé par la suite. Je sais plus comment ça s'est goupillé par la suite. Mais je pense qu'à un moment, ils ont vu qu'il y avait un moyen de faire connaître PCA via l'altération, et inversement de faire connaître l'altération aux gens qui utilisaient PCA. Voilà. Et aujourd'hui, tu peux encore grader des cartes aujourd'hui, je leur confie encore des cartes qui mettent donc sous boîtier avec la petite notion alt. Il n'y a pas de note puisque la carte elle a été modifiée en fait. Forcément, ouais. Donc ils ont créé le alt juste pour altération. Et ça permet donc d'encapsuler la carte et de lui apporter une protection à un objet fini. Ok, voilà. Bon bah si vous avez des produits et des cartes de moi, n'hésitez pas. C'était la dernière question. Du coup on va passer à la dernière partie, question des abonnés. J'ai que 3 questions, parce que j'ai eu beaucoup d'autres questions auxquelles on a déjà répondu dans l'interview. Du coup, première question de Masaki PC. Vas-tu faire toutes les générations en picto? Alors, pour l'illustration du Pokédex, j'ai la 3e génération qui est en cours. Okay. Et les autres, on me les demande moins, donc pour le moment, c'est pas sûr. Mais la 3e, c'est en cours. Okay. Moi, je place une petite demande sur la 4e. Deuxième question de Bulbili, Collector. Quand est-ce qu'elle pense sortir son livre dédié à ses illustrations, et est-ce que Bulbizarre est le meilleur Pokémon du monde? Alors le livre, j'ai normalement la cagnotte en mi-février. Ok. On va essayer de la faire durer entre 3 semaines et 1 mois. On ne sait pas encore, faut qu'on regarde. Si tout se passe bien, j'aimerais avoir les livres pour mai. Okay. Mais ça va dépendre après aussi de l'imprimeur. Donc dans cette période-là, si la cagnotte va au bout, que l'imprimeur travaille bien et tout, mais ça serait bien. Je croise les doigts fort pour vous. Aussi. Question, parce que la question est autour de ces illustrations. Est-ce que c'est un livre sur tes illustrations, sur tes dessins ou sur les peintures? Moi j'ai compris ça dans l'autre sens, tu vois, cette question. Ah, effectivement. Est-ce que, parce que du coup tu nous parlais d'un livre sur tes illustrations de peinture, mais est-ce que tu vas sortir aussi un livre sur tes illustrations, tout ce qui va être les paysages, tout ce que tu faisais en trait... Dans 10 ans. Dans 10 ans, je me suis dit, si je pars à partir de la première illustration à l'encre que j'ai faite en étant professionnel, rendez-vous en 2029. On sera peut-être normalement toujours là. Dernière question de Nolan Bernin. Ton secret pour être aussi talentueuse? Du temps. La patience. Ouais, du temps. Après, le talent, je sais pas. C'est les gens de l'extérieur qui voient ça. Moi, je suis très critique avec ce que je fais. Donc il y a des choses que j'ai faites que j'apprécie. Mais je suis pas toujours satisfaite. Quand les gens sont satisfaits, du coup, je suis satisfaite. Mais moi, toute seule, je suis toujours... T'as ce besoin d'avoir une confirmation que t'as vraiment bien réussi ce que t'as réalisé? En fait, je me dis toujours que ça pouvait être mieux. Mais c'est pas bien, hein, parce que du coup, t'es toujours en train de douter de ce que tu fais. De ce que tu fais, ouais. Mais chaque fois que je vois quelque chose de fini, je me dis, mais ça, j'aurais pu le faire autrement. Ou alors, quand je vois ce qu'un autre artiste fait, je me dis, c'est mieux ce qu'il fait. Et du coup, j'aurais pu le faire différemment. Mais bon, c'est à la fois bien de pouvoir comparer et pas bien, parce que faut pas voir que du négatif. Non, totalement. Surtout qu'en plus, t'as quand même un sacré coup de crayon. Voilà, tout au long de la vidéo, vous avez pu voir tout ce qu'elle a pu imaginer et créer. Et nous, en off, voilà, on était tous les 4 à discuter. Et t'as un talent de fou, on va pas se mentir. Moi, je te le dis honnêtement, voilà, tes illustrations, elles sont tout simplement incroyables. Et t'as vraiment pas à te sentir inférieur à d'autres illustrateurs, parce que je sais pas ce que font d'autres illustrateurs, mais avec ce que moi je vois, c'est fou. En tout cas, lâche pas. Et je pense pas de toute façon que tu vas lâcher, mais voilà, continue encore et encore, et voilà, si tu penses que tu as des échecs toi de ton côté, sache que la réussite va avec les échecs. Je sais. Voilà, ça, on me l'a rabâché un nombre de fois avec Grenat et sur beaucoup de choses, donc voilà, donc tu continues juste à persévérer dans ce que tu fais. Et du coup, c'était la dernière question. Voilà.
Voilà. C'était 4 parties quand même assez longues. J'espère que du coup l'interview vous aura plu, que vous avez pu découvrir moi un peu plus en détail sur ses talents, sur ce qui est fait, sur ce qui est produit et sur ce qui va arriver. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Essentiellement sur Instagram. Ok. Généralement ce qui passe sur Facebook vient d'Instagram, donc c'est quasiment la même chose. Et après, nous on a notre site, donc avec la boutique. Voilà. Il y a toute une partie galerie aussi où j'essaie de mettre tout ce que je fais pour que ce soit accessible. Et puis après en convention, en vrai, c'est mieux en vrai. Sur internet. C'est mieux, effectivement c'est mieux le contact physique. Parce que c'est mieux d'avoir les retours en direct, parce qu'on en discutait un peu tout à l'heure. Ouais, et c'est mieux d'avoir vos retours parce que ça nous permet aussi d'avoir une confirmation sur tout ce qu'on crée et juste de continuer en fait par la suite et c'est top. Donc voilà, donc venez en convention. Surtout que c'est pas pareil quand c'est écrit et quand c'est à l'oral, quand on a la personne en face. T'as les émotions à l'oral. Ouais. Voilà, donc tout sera en description. N'hésitez pas à juste même soutenir ou juste envoyer un petit message de soutien à Marjorie. Puis nous, du coup, on se dit à très bientôt pour du coup la Pickasia. Donc cette vidéo normalement devrait sortir au moment de la Pickasia. Merci, il va te rester juste une petite dernière partie. Donc tu vas être seul face à la caméra. Et t'auras juste un petit choix à faire, c'est tout. D'accord. Ça va durer moins d'1 minute. D'accord. Merci beaucoup, puis on se retrouve du coup très vite pour une prochaine interview. Salut. Salut. Peinture ou dessin? Dessin. Tablette ou crayon? À crayon. Tropius ou Evoli? Tropius. Sacrilège. Evoli. Brocante ou dormir? Dormir. Vente en réel ou vente sur internet? En réel. Paysage ou Pokémon? Paysage. Chat ou corbeau? Corbeau. France ou Japon? Ça dépend. Tu peux préciser? Japon. Mais avec le fromage.